Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo consacrée à l'histoire de la représentation des sorcières dans l'art. Dans le premier épisode de cette série, on a traversé une grande part de l'histoire de la sorcière, de l'Antiquité au XVIIe siècle, avec un gros focus sur cette période glorieuse et magnifique de l'histoire de l'humanité qui est la chasse aux sorcières. Et si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous remets le lien en description. La figure de la sorcière a pourtant survécu à la chasse aux sorcières pour arriver jusqu'à nous, puisqu'elle est toujours très présente dans notre imaginaire contemporain. Alors comment est-ce que la sorcière a traversé le siècle des Lumières, puis le 19e siècle, et enfin le 20e siècle, grande période du cinéma? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Good look at me. Who's the baddest witch in town? Donc, pour replacer le contexte, au XVIIIe siècle, le fameux épisode du procès de Salem, qui a coûté la vie à presque 30 personnes aux États-Unis, s'est déroulé il y a peu, en 1692. En France, on est officiellement sorti de la chasse aux sorcières depuis seulement quelques décennies, puisque l'interdiction de poursuivre des sorcières date de 1682, mais c'est encore légal dans beaucoup de pays d'Europe, par exemple en Angleterre jusqu'en 1736, et même jusqu'en 1779 pour la Suède. Il y a encore quelques procès populaires pour sorcellerie, et il y en aura jusque dans les années 1880 environ en Europe, mais on n'est plus du tout dans la traque organisée et institutionnalisée qu'était la chasse aux sorcières. On croit toujours qu'elles existent, même si les philosophes des Lumières sont quand même un peu sceptiques sur la question, mais on pense qu'on a juste affaire à des folles et on les suspecte simplement de blasphème ou d'escroquerie. Les jésuites et les francs-maçons deviennent la nouvelle hérésie à la mode. Les représentations de sorcières se font donc plus rares, mais elles ne disparaissent pas pour autant. Au début du siècle, il y a quelques sabbats qui se baladent encore, dans la droite ligne de ceux du XVIIe siècle, comme dans les gravures de Claude Gillot, où on retrouve même une des dernières manifestations du fameux baiser du diable. Mais on sent aussi que l'imagerie commence à tirer vers autre chose, et dans ces gravures, on ressent l'intérêt du moment pour la commedia dell'arte et le théâtre burlesque. On retrouve même une sorcière sur le plafond rococo d'une église, ce qui peut sembler un peu contradictoire, mais c'est en fait pour symboliser l'efficacité de l'église contre le diable, puisque la sorcière est en train de fuir l'apothéose de Saint Benoît. Mais c'est dans les dernières années du XVIIIe siècle que la sorcière revient en force. En Espagne, Francisco de Goya recommence à peindre des sorcières, mais cette fois pour dénoncer l'obscurantisme de la religion et de la superstition tout à la fois. Dans sa série de peintures pour la duchesse d'Osuna, il peint notamment un sabbat où le bouc, symbolisant le diable, joue les chefs d'orchestre. Dans la même série, le vol des sorcières montre 3 sorcières qui ont enlevé un homme et le couvrent de baisers. Elles portent des coiffes qui évoquent à la fois les mitres des évêques et les chapeaux de papier que l'Inquisition faisait porter aux condamnés dans des cérémonies de pénitence publique. À l'arrière-plan, on voit un âne, figure de l'ignorance récurrente dans les œuvres de Goya sur la sorcellerie. Goya explore à nouveau les rituels des sorcières en 1799, donc vraiment à la toute fin du XVIIIe siècle, dans sa série d'estampes Les Caprices, qui sont des satires de la société espagnole. Et il reviendra sur ce sujet plus de 20 ans plus tard dans sa série des Peintures noires, dont 5 montrent des sorcières. Au même moment, de l'autre côté de l'Europe, c'est la grande époque de la littérature gothique anglaise, dont les récits macabres sont peuplés d'esprits et de sorcières, et qui va ensuite donner naissance au genre fantastique. Johann Heinrich Füssli, un peintre suisse installé à Londres et passionné par les sujets fantastiques et la poésie noire, replonge dans les classiques de William Shakespeare et de John Milton. Il en peint les personnages les plus surnaturels, comme les 3 sorcières de Macbeth, qui annoncent aux héros de la pièce de Shakespeare le destin funeste qui l'attend, et qui sont présentées comme laides, ridées et avec un nez crochu.
Le XVIIIe siècle, c'est aussi un moment important pour le développement des sciences, mais qui comporte aussi sa part de recherche plus sombre, et l'ésotérisme et l'occulte fascinent les scientifiques et les penseurs, et passionnent la haute société. Comme en témoigne ce petit ovni que j'adore, où 3 aristocrates anglaises ont choisi d'être représentées en sorcières. Il s'agit d'Elizabeth Lamb, à gauche, vicomtesse de Melbourne et très influente dans les cercles politiques, de Georgiana Cavendish, au centre, duchesse du Devonshire qui tient un salon littéraire et politique à Londres, et Anne Seymour, à droite, sculptrice, autrice, actrice et productrice de pièces de théâtre. Le titre de cette peinture fait le parallèle avec les 3 sorcières de Macbeth, mais on est loin des sœurs maléfiques et poilues décrites par Shakespeare. On ne sait pas exactement pourquoi elles ont choisi d'être représentées ainsi, peut-être pour affirmer leur influence politique et célébrer leur passion commune pour la littérature. Toujours est-il que ce tableau témoigne de l'évolution de la perception de la sorcière, puisqu'elle est assez dédiabolisée pour que des femmes de la haute société anglaise puissent s'y identifier. Ce tableau, c'est aussi une des premières apparitions du chapeau noir pointu sur des sorcières. C'est un motif qui semble être né dans les représentations populaires et qui se fixe à la fin du XVIIIe siècle. Il rejoint la panoplie de la parfaite sorcière avec le chat, le bouc, le balai et le chaudron qui sont déjà bien implantés comme on l'a vu dans la première vidéo. Et on en arrive au XIXe siècle, la passion gothique de la fin du XVIIIe laisse place au romantisme noir et à la mode des séances de spiritisme et des tables tournantes de la nouvelle bourgeoisie industrielle. Did a portrait of me last year. She was crazy about it. So I've known her ever since she was a kid. And then of course she went away to school and I sort of lost track of her. Le XIXe siècle, c'est le grand siècle de la sorcière fantasmée à toutes les sauces. Toutes les sources d'inspiration sont bonnes pour représenter de jolies sorcières largement érotisées. La mode orientaliste et sa vision exotique des femmes des colonies européennes, le regain d'intérêt pour le folklore et les sujets vus comme populaires, ou encore le néo-médiévalisme, c'est-à-dire la lecture positive d'un Moyen-Âge merveilleux, cher aux romantiques, notamment à Victor Hugo. Sachant que c'est au 19e que s'implante l'idée que la chasse aux sorcières a eu lieu au Moyen-Âge. On voit un exemple de cette mode du Moyen-Âge dans la Pénitence d'Éléonore d'Edwin Austin Abbey, qui dépeint dans une grande toile quasi cinématographique un des épisodes de chasse aux sorcières les plus célèbres d'Angleterre, quand la duchesse de Gloucester fut accusée en 1440 de sorcellerie contre le roi Henri IV et fut condamnée à la détention à perpétuité après avoir fait une pénitence publique. Cet engouement pour le Moyen-Âge, il a aussi permis d'avoir la scène de torture la plus érotisée de l'histoire de l'art, où le prétexte de la dénonciation des dérives du fanatisme religieux permet le rinçage d'œil le plus total. C'est un cas d'école d'une toile peinte par un homme pour un public d'hommes. Par ailleurs, les artistes continuent toujours de relire Shakespeare et se passionnent pour une nouvelle pièce de théâtre, le Faust de Goethe, sorti en 1808 et en 1832. Dans la pièce, le héros qui a vendu son âme au diable assiste notamment à une sorte de sabbat orgiaque, et donc évidemment que cet épisode a eu son petit succès auprès des peintres. Les récits antiques de Médée et de Circé refont également leur apparition et font particulièrement rêver les peintres pré-raphaélites de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les pré-raphaélites, c'est un mouvement artistique anglais qui se veut héritier des peintres italiens du XVe siècle d'avant Raphaël. Dans leur relecture des sorcières antiques, ils retiennent bizarrement moins le côté découpage de petits frères en morceaux et transformation d'êtres humains en cochons que la symbolique de la femme séductrice et sensuelle qui subjugue ses adorateurs. Les pré-raphaélites renouent aussi avec la sorcière rousse, comme à l'époque de la chasse aux sorcières, mais on n'est plus vraiment dans la couleur du diable, le roux devient alors plutôt le signe de la femme tentatrice. Non seulement les cheveux longs sont toujours synonymes de lascivité, et d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, seules les jeunes filles et les prostituées portent leurs cheveux détachés, mais s'ils sont roux, alors là, c'est la flamboyance et la luxure la plus totale. Parallèlement à toutes ces représentations de la belle sorcière largement érotisée, la vieille sorcière difforme continue à exister durant tout le XIXe siècle dans les gravures et les illustrations des contes populaires. Les contes des frères Grimm ou de Andersen, parus tout au long du siècle, fixent des histoires centenaires peuplées de sorcières abominables mangeuses d'enfants ou empoisonneuses d'innocentes.
Cependant, la littérature, ce ne sont pas que les sorcières abominables des contes, c'est aussi un des lieux de la réhabilitation de la figure de la sorcière, notamment avec la sortie en 1862 d'un roman sobrement intitulé La sorcière, écrit par Jules Michelet, et qui va durablement marquer les esprits. Avec Michelet, la sorcière passe de figure repoussoire des contes populaires à un symbole de rébellion romantique vivant en osmose avec la nature. La sorcière de Michelet est une victime de la société, certes, mais au moins elle est belle et indépendante. Le livre est aussi une critique de la religion dans un contexte de détachement envers le christianisme. Mais le 19e siècle, c'est aussi la grande période de l'étude de l'hystérie par le docteur Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Depuis l'Antiquité, on considère que l'hystérie est une pathologie liée à l'utérus, et donc spécifiquement féminine. Charcot présente les crises de ses patientes durant des sessions publiques qui deviennent un spectacle apprécié par la bourgeoisie parisienne. Mais quel rapport avec les sorcières, me direz-vous ? Eh bien en fait, plusieurs théoriciennes considèrent que les recherches du docteur Charcot, qui sont majoritairement dirigées vers des femmes, sont une nouvelle forme de classification et de contrôle des comportements féminins déviants des normes sociales, comme à l'époque de la chasse aux sorcières, et aussi que les petits spectacles publics qu'il en donne continuent à alimenter l'imaginaire autour des sorcières. Et enfin, à la fin du 19e siècle, dans ces dernières décennies, il y a un nouveau personnage féminin type qui apparaît, celui de la femme fatale. Appelée aussi vénéneuse, la femme fatale est à la fois séductrice et dangereuse. La sorcière et la femme fatale ont en commun une capacité de séduction envoûtante et une sexualité débridée. Toutes les deux représentent une sorte de danger délicieux pour les hommes qui les désirent. Et ces deux personnages types commencent à se confondre dans certaines représentations en partageant certains codes comme les cheveux longs et roux. Surtout que, hasard du calendrier, au même moment, l'Europe connaît une recrudescence d'attaques à l'acide sulfurique, qu'on appelait alors vitriol. En France, entre 1870 et 1915, 48 crimes au vitriol sont recensés, dont 41 sont commis par des femmes. Cette vague de femmes criminelles fait ressurgir la figure de la sorcière empoisonneuse et renforce l'image de la femme littéralement fatale et vénéneuse. Comme avec le balai ou le chaudron il y a quelques siècles, la sorcière pervertit à nouveau un outil ménager, cette fois un produit nettoyant. Dans ce contexte, à la toute fin du 19e siècle, la sorcière va donc à nouveau fasciner les symbolistes et les décadents. Les représentations sont raffinées à l'excès chez les uns ou frôlent la pornographie chez les autres. Au tournant du XXe siècle, les premières sorcières du cinéma sont laides, bossues et foncièrement mauvaises. Le nombre de films où elles apparaissent témoigne de leur place importante dans l'imaginaire de l'époque. Ils puisent dans l'iconographie existante de la sorcière et dès les premiers films, on retrouve l'équipement complet, chapeau pointu, chat noir et balai compris. Les sortilèges et autres vols nocturnes permettent en plus au cinéma naissant d'expérimenter ses premiers trucages. En 1914, une femme s'empare de la figure de la sorcière dans le domaine de la danse, où elle était jusque-là limitée à des figures grotesques dans des ballets. Avec Exentens, littéralement danse de la sorcière, Mary Wigman propose le premier solo de danse composé et interprété par une femme. Cette chorégraphie expressionniste est composée de mouvements brusques et elle est accompagnée de percussions. Mary Wigman semble possédée, mais elle n'est pas non plus caricaturale, on est vraiment plus dans la représentation de la puissance de la sorcière. En 2012, la danseuse et chorégraphe Latifa Labissi a repris cette chorégraphie dans Écran somnambule. Elle a reconstitué la chorégraphie originale de Mary Wigman à partir de l'extrait filmé d'1 minute 50 qui nous est parvenu, et elle l'a interprété au ralenti sur 32 minutes. En 1937 sort le premier succès planétaire du cinéma d'animation, Blanche-Neige. Ce dessin animé fiche durablement la double image de la sorcière, comme on l'a vu dans la première vidéo, une vieille femme au nez crochu capable d'empoisonner une créature innocente, et une très belle femme qui hérite toujours de la figure de la femme fatale. Créée par des hommes, elle est belle, attirante et correspond au canon de beauté de l'époque. D'ailleurs, elle a pour modèle les stars de l'Hollywood des années 30, comme Joan Crawford et Greta Garbo. 2 ans après Blanche-Neige, c'est Le Magicien d'Oz qui sort au cinéma. Il met en scène la première bonne sorcière de l'histoire du cinéma, Glinda, la gentille sorcière du Nord, belle, douce, aux couleurs pastel.
La méchante sorcière de l'Ouest, elle, vole sur un balai, est toute de noir vêtue et a la peau verte. Et si la sorcière de l'Ouest est méchante, si c'est une mauvaise femme, c'est parce qu'elle ne cherche pas à être belle. Only bad witches are ugly. Cependant, il ne faut pas non plus chercher à être trop jolie, comme l'indique en 1942 la morale du film Ma femme est une sorcière, qui met en scène pour la première fois une sorcière dans un univers quotidien. Elle est belle, elle est blonde, elle est glamour, mais pour trouver le bonheur, c'est-à-dire épouser un homme, elle doit renoncer à son individualité, donc à ses pouvoirs. Dommage! Même point de départ dans Ma sorcière bien-aimée, la série culte des années 60. Le mari de Samantha, la sorcière aspirante femme au foyer modèle, lui interdit d'utiliser ses pouvoirs, mais une certaine ambiguïté commence à pointer. Samantha transgresse sans cesse cet interdit, encouragée par sa mère. Ma sorcière bien-aimée laisse entrevoir quelque chose d'une émancipation, un début de rébellion envers les règles conjugales. Le premier épisode de la série sort 1 an après le livre La femme mystifiée de Betty Friedan, qui est l'un des ouvrages fondateurs de la deuxième vague féministe et qui dénonce la construction de l'image de la femme en parfaite ménagère. Mais rendez-vous dans la 3e vidéo de cette série pour en savoir plus sur la sorcière comme figure d'indépendance et source d'émancipation. Sur la période du XVIIIe au XXe siècle qui correspond au grand développement positiviste de la science et de la technologie, au règne du rationnel pour expliquer le monde, au déclin de la religion et au mouvement général d'industrialisation et d'urbanisation, la sorcière est comme une sorte d'anomalie de l'imaginaire qui tient bon. Elle se nourrit des enjeux qui lui sont contemporains et elle s'adapte en fonction des pratiques à la mode et des événements qui font la une des journaux. Elle laisse parfois entrevoir sa capacité d'émancipation et son potentiel de transgression, mais elle ne s'en emparera vraiment qu'à partir de la fin des années 60, et ça sera le sujet de la 3e et dernière vidéo de cette série sur l'histoire des sorcières dans l'art. J'espère que cette 2e vidéo de cette série sur l'histoire de la représentation des sorcières vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode qui sera consacré à la sorcière des années 60 à aujourd'hui. Pour être sûr de ne pas rater ce rendez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.